Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. La fin de l'état d'urgence en France ne signifie pas l'arrêt de la surveillance dans nos rues. Aujourd'hui, les agents de sécurité privée ne sont pas armés, mais ça devrait changer avec un nouveau décret dès 2018. Bertrand Flauder, vous êtes le directeur de SAR Sécurité et vous êtes venu aujourd'hui pour en parler avec nous. Bonjour. Bonjour. Et puis on restera dans le même registre avec la question du jour puisque Marie vous a demandé si vous étiez pour ou contre ce nouveau décret. Exactement. Bonjour à toi. Salut. Et nous parlerons également de nos voisins allemands. Depuis les élections du 24 septembre dernier, l'Allemagne n'a toujours pas de gouvernement. Avec nous pour en parler, Christelle Jambon, bonjour. Bonjour. Mais avant, retrouvons Guillaume qui se trouve à Ambach, commune qui se prépare déjà aux prochaines intempéries. Dis-nous tout, Guillaume. Effectivement, Uranie, l'hiver vient et à Ambach, comme dans l'ensemble des communes du secteur, on se prépare. Il faut savoir que les premiers flocons sont attendus demain, en milieu de matinée. Et à Ambach, derrière moi, tu as 2 silos qui contiennent chacun 25 tonnes de sel. Il y a également 15 tonnes de sel en sac. Et il faut savoir que ça peut partir très très vite, même si la quantité paraît là importante. Si les employés municipaux sont contraints de saler l'ensemble de leur territoire, ils déversent en effet 7 tonnes de sel. Et nous aurons tout à l'heure l'occasion d'en parler avec le maire de la commune, Gaston Meyer. A tout de suite. Merci beaucoup Guillaume, on te retrouve juste après. Je vous propose maintenant de faire un tour de l'actualité en 60 secondes. 3 nouvelles maisons démolies à Ilsprich, à 70 mètres de profondeur. Le mariage de l'eau et du sel a des effets dévastateurs. Le bulldozer détruit en quelques instants ce que les propriétaires ont mis des années à construire. Cela porte à 11 le nombre d'habitations qui auront été rasées. Le diplôme national du brevet des collèges pour 150 élèves, le collège Fulrad, affiche un taux de réussite de 88,60%, dont 41% avec une mention très bien. L'occasion aussi de remettre 56 certifications en allemand, un diplôme essentiel pour ces potentiels travailleurs frontaliers. L'US Roth cultive le vivre ensemble et ça paye. Ils n'ont pas les meilleurs éléments pour gagner, mais ils ont la foi, l'envie et la bonne humeur. Ce club de foot rural n'a qu'une équipe, l'équipe senior. Elle évolue en 2e division et figure aujourd'hui en 3e place au classement. À Willerwald habite un gepetto des temps modernes. Grâce à son savoir-faire de menuisier et à son imagination, Thierry Laglace arrive à transformer des banales planches de bois en pommes décoratives. Chacune a sa singularité, elles sont uniques, comme l'indique le nom de sa page Facebook, Pomme Unique. Le Saarbrücker Christkindlmarkt est ouvert. Comme le veut la tradition, c'est la bénédiction qui a officialisé l'événement. De nombreux stands ont envahi la place historique du marché qui va devenir un haut lieu de rencontre jusqu'à Noël. La sécurité est assurée par d'impressionnants blocs de béton. La pluie n'a pas cessé de s'abattre sur notre département. Aurons-nous enfin un peu de répit demain côté météo ? Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain, le froid s'installe, le ciel reste bien chargé et les premiers flocons de neige vont tomber. Les températures minimales iront de -1 à 1 degré, les maximales de 2 à 4 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 29 novembre et nous fêtons les Saturnins. Le soleil nous accompagnera de 8h02 à 16h37. Passez une excellente journée sur Mosaïque. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Le sel présent sous le village d'Ilsprich continue de faire des ravages. Fissures et affaissements des maisons ne laissent pas d'autre choix que de détruire ces dites maisons les plus touchées. C'était encore le cas hier avec 3 logements qui ont été rasés dans la commune. Thomas Drouin était sur place.
Avec ces murs qui tombent, c'est parfois toute une vie de souvenirs qui disparaît. Hier encore, 3 maisons ont été rasées rue de Capelkinger à Ilsprich après le départ de leurs occupants suite aux affaissements que subit la commune. Pour rappel, 73 mètres plus bas se trouve une couche de sel de 30 mètres d'épaisseur, actuellement attaquée par l'eau de la nappe phréatique. La rue de Capelkinger est particulièrement impactée, notamment du côté du carrefour avec la rue des Jardins. Au plus fort des affaissements, la terre s'est abaissée de plus de 10 cm par an sur certains lieux. Actuellement, on mesure encore à certains endroits des affaissements de 3 à 4 cm par an. Au total, 8 maisons ont déjà été rasées et la commune estime avoir perdu 50 habitants. Sur les 3 maisons mises à terre à l'image, seule une personne a retrouvé un logement dans le village. Ilsprich souffre aussi désormais d'un déficit d'image, ce que regrette son maire. On était bloqué pendant 6 ans, on n'a plus pu délivrer le permis, alors qu'aujourd'hui, il y a un zonage qui a été fait. Il y a aussi, c'est que si on veut construire, il y a certaines prescriptions qu'il faut respecter. Donc il y a déjà des forages pour voir l'état du sol et la consistance du sol. Après, il y a au niveau des fondations, il y a aussi le problème, il faut passer par un bureau d'études qui vous calcule le béton et la ferraille qu'il faut mettre. Ilsprich continue toutefois d'aller de l'avant. 125 000 € ont déjà été investis dans des capteurs installés dans les 2 rues touchées afin de faire un suivi annuel des affaissements à venir. Il est encore question de sel, mais cette fois-ci, le sel qui rend service aux habitants. On retrouve Guillaume qui se trouve toujours à Ambar en compagnie du maire Gaston Meyer. Quelle est donc la situation aujourd'hui pour la commune ? Gaston Meyer, vous l'avez peut-être entendu comme nous, à partir de demain, un épisode neigeux est attendu. Comment la commune de Ambar se prépare à affronter cet épisode ? Comme tous les ans, c'est-à-dire que nous avons déjà fait le plein de sel. Vous pouvez voir que nous avons 2 silos, dont chacun peut contenir 25 tonnes, ils sont remplis. Nous avons aussi du sel en vrac, on a à peu près dans les 15 tonnes en vrac, et nous avons aussi des bacs que nous mettons à toutes les intersections qui sont posés déjà avec du sel dedans, aux intersections, aux points cruciaux, par exemple devant l'église, devant les écoles, là où il y a des descentes fortes ou des choses comme ça. Chaque année, c'est la même quantité de sel que vous avez ? Ça varie, c'est selon la quantité de neige qui tombe quand il gèle. Et l'année dernière, par exemple, c'était 50 tonnes, l'année d'avant, c'était 25, ça varie. Comment vous procédez ? À quel moment le sel est disposé ? Bien, si la neige tombe la nuit, par exemple, eh bien, nos agents se lèvent la nuit et on fait tout pour que le matin, quand les gens vont partir pour aller au travail, ou les écoliers qui vont à l'école et tout ça, que les cours d'école et les routes et les intersections soient dégagées le plus possible. Il est à noter également que vous mettez du sel à disposition de la population, donc c'est du sel qui permet aux gens qui peuvent être surpris par le gel de pouvoir protéger un petit peu leur déplacement et puis leur entrée de maison. C'est-à-dire, c'est pas tellement leur rendre. Ils sont mis aux intersections. Et les gens qui habitent près des intersections, c'est un peu du civisme et ils le font pour eux et aussi pour les autres. Vous l'avez constaté, ici à Ambar, on est prêt à affronter l'épisode neigeux. On imagine que dans les autres communes également de la communauté d'agglomération, on est prêt. Donc il n'y a plus qu'à. Et les premiers flocons, je vous le rappelle, sont attendus demain. Merci beaucoup Guillaume et je me tourne maintenant vers vous, Bertrand Floder, donc comme je le disais tout à l'heure, directeur de SAR Sécurité. Donc on n'est plus dans l'état d'urgence, mais en tant que prestataire, est-ce que vous ressentez une certaine peur des habitants ou des communes ? Oui, c'est certainement moins marqué ici dans les petits villages que dans les grandes villes, mais on travaille aussi sur des grandes villes. Et c'est vrai qu'avec ce que les gens voient à la télé, avec ce qui se passe un peu partout, il y a une crainte, une peur, c'est sûr. Oui. C'est ce que vous ressentez dans votre travail. Les gens sont, que ce soit au marché de Noël, que ce soit des fêtes, ils se sentent en sécurité quand tu vois du monde, ou lorsqu'à l'entrée d'une salle, on regarde dans les sacs, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de soucis, on sent que ça les rassure, ça ne leur pose pas de problème qu'il y ait des gens qui s'occupent de ça. Dans la sécurité privée, on s'occupe des personnes, mais aussi des biens, c'est ça ? Tout à fait, personne et biens. Et donc, vous parlez du marché de Noël. Je vous propose de regarder un bel exemple de reportage. Dès la fermeture à Sarreguemines du marché de Noël, il y a 2 agents de sécurité qui surveillent les chalets et les biens des commerçants, mais également les décorations dans le centre-ville, car il peut y avoir des dégradations. Marie Lorenz et Guillaume Dumonteil nous donnent plus de détails dans ce reportage.
Marcel Poli passe le relais. Jusqu'à l'année dernière, il intervenait sur le marché de Noël de Sarreguemines et aujourd'hui, cette mission de surveillance de ce lieu commercial éphémère revient à 2 jeunes agents de sécurité. Du fait de son expérience, il peut facilement expliquer la marche à suivre. On prête attention au chalet, que personne touche au chalet et puis voilà, tout ce qui s'ensuit aux lumières, aux sapins, tout ce qui se trouve dans les rues. Et ne pensez pas que la nuit à Sarreguemines tout est calme. Il y a toujours des petits jeunes là, qui s'amusent à détériorer, bien sûr, et puis donc il faut aviser quoi. Il faut soit les faire dégager, soit si ça va trop loin, donc appeler la police. Premièrement, pour éloigner les délinquants, les agents de sécurité emploient le dialogue. Si cela ne suffit pas, il y a la force. Enfin, troisièmement, il y a l'appel à la police. Sur le marché de Noël, les agents de sécurité ne sont pas armés et d'ailleurs, ils n'en voient pas l'utilité. Une arme, non. Déjà d'une, on n'a pas droit à la matraque, ni un taser, alors pourquoi une arme? Voilà. Donc notre arme à nous, surtout dans sa sécurité, c'est premièrement le dialogue. D'autant qu'au marché de Noël, il est plus facile de rétablir l'ordre sans faire usage de la force que lors de la période de carnaval, où les gens boivent et fument davantage et sont plus difficiles à ramener à la raison. Alors Bertrand Flauder, des réactions par rapport à ce que vous venez de voir. Quel est votre positionnement sur ce D'abord, décret ? Max, il a raison, quoi. On parle d'armes alors que quand on va travailler, on n'a rien sur soi. Ce serait déjà bien d'avoir une matraque. Alors, mais bon, pour les armes, le problème, il est dans 3 domaines. D'abord, la formation. Parce qu'une arme, c'est quelque chose de létal. Donc il faut que ce soit parfaitement encadré. Policiers, gendarmes et militaires, d'abord il y a une sélection très très rigoureuse. Et ensuite, ils sont formés. Et surtout, il y a une formation continue. Comment ferait-on avec les agents? Qui sélectionnerait? Qui ferait la formation? Et c'est pas tellement savoir se servir d'une norme, c'est toute une attitude. C'est-à-dire qu'il faut apprendre aux gens comment contrôler un véhicule, comment approcher les personnes, comment se déplacer. Ça ne s'invente pas. C'est quelque chose qui est travaillé. C'est vraiment du travail de professionnel. Ensuite, il y a le problème de l'emploi des gens. Les gens qui travaillent armés, que ce soit les policiers ou les gendarmes, ils travaillent toujours par 2, par 3. L'armée, j'ai un fils qui est militaire, qui fait Vigipirate en ce moment, il travaille à 4. C'est toujours par groupe. Et là, je ne vois pas, par exemple, un agent de sécurité qui très très souvent est seul, se promener avec une arme en France. Vous êtes complètement contre ce décret. Contre. Et le troisième problème, c'est la gestion de l'arme. On fait quoi avec l'arme? Lorsque le gars finit de travailler à 2 h du matin, l'arme, il la ramène au bureau. Donc, ce qui veut dire qu'il faut une personne supplémentaire pour réceptionner l'arme, pour l'enfermer. Il l'emmène chez lui à la maison, avec les enfants, dans une cité. Donc pour vous, il y aurait aussi des questions de sécurité après justement le travail fourni. Et donc justement, est-ce que vos agents ont-ils déjà eu des soucis? Comment ils font pour se défendre? On a 2 cerveaux. Il n'y a rien. Ce que Max a dit tout à l'heure est vrai. D'abord, le dialogue. On arrive à régler 95% des problèmes avec le dialogue. Pourquoi? Parce que localement, on est connu. Les gens qu'on emploie sont des gens qui sont connus, qui souvent soit sont d'anciens gendarmes, d'anciens policiers, ou viennent du monde des sports de combat. Donc ces gens sont connus, on arrive par le dialogue à se faire respecter. Bon, évidemment, il y a toujours des moments où ça dégénère, et là, on n'a que nos bras. C'est pour ça ce que disait Max, c'est vrai. On parle d'armes alors qu'on n'a pas le droit à la matraque. Et on a face à nous, à Carnaval, ou dans certaines soirées, des gens qui viennent avec des marteaux, qui viennent avec des couteaux, qui viennent avec des rasoirs. Voilà. Mais alors, est-ce que vous avez possibilité de ne pas appliquer ce décret quand il sera mis en place? Vous avez le choix? Alors, je ne sais pas. Il faudrait déjà lire le décret dans le détail. La légitime défense pour soi ou pour autrui est quelque chose de très pointu. Et là, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. La légitime défense, c'est quand même, il faut savoir que c'est face à une agression actuelle. La riposte, elle doit être immédiate, proportionnée. Je veux dire, c'est extrêmement réglementé. Et non, moi, je pense que c'est la porte ouverte à... Mais justement, vous parlez de réglementation. Est-ce qu'il faut des autorisations? Quelles sont les normes par rapport à tout ça? Il faut voir comment... Là, justement, il faut voir comment ils veulent mettre ça en place. Est-ce que c'est réalisable? Qui va payer? Il parle de 2 catégories d'armes. Oui. Il y aurait catégorie B et D. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Déjà, qui va payer tout ça? C'est toujours une histoire de prix.
Vous savez, la sécurité, la marge est très infime. Si maintenant on me demande encore d'acheter 10 armes, je fais comment pour les amortir? J'augmente le prix. Il faudra quelqu'un au bureau pour réceptionner les armes. Enfin, j'arrive même pas à imaginer comment qu'on peut faire. La formation, qui va faire la formation? Et ces armes dont on parle, ça serait différentes catégories alors? Voilà, mais il peut y avoir aussi des matraques, il peut y avoir... je ne sais pas comment ils envisagent. Bon, dans une première démarche, des matraques télescopiques à APS, comme tous les policiers et gendarmes en ont, ce serait une bonne chose, c'est sûr. Mais là aussi, ça nécessite une formation. Moi, j'ai fait l'instructeur européen d'utilisation de ces matraques. C'est une formation. Il faut former les gens, il faut faire une formation continue. La formation, qui c'est qui va la payer? Si le gars il vient 3 heures en formation, qui va payer ces 3 heures? Il ne va pas venir gratuitement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Bertrand Flauder de votre intervention. On va rester un petit peu dans le même sujet puisque Marie, tu allais poser des questions à nos internautes et tu as demandé leur avis justement sur ce décret. Des agents de sécurité surveillent les marchés de Noël toute la nuit, notamment à Sarreguemines. Ils ne sont pas armés, mais un décret sera effectif au 1er janvier 2018 et permettra à certains agents de posséder des armes. Pour vous, faut-il armer nos agents? Répondez-nous dans les commentaires. Alors, quelles ont été les réponses que tu as pu trouver? Il y a eu des pour, des contre? Alors, c'est une question qui a fait débat. Nos internautes sont un peu partagés sur la question. D'ailleurs, René commence son commentaire en nous écrivant « C'est une question qui apportera plusieurs réponses opposées, un débat sans fin. Et pour lui, il faut armer les agents de sécurité, mais pas avec des armes létales. Il nous écrit « Mais avant tout, former les agents de sécurité à répondre correctement à la violence, apaisement quand cela est possible, manipulation de gaz lacrymogène... » Excusez-moi. Quand ce n'est pas possible autrement, il faut différencier un agent de sécurité qui surveille un bien matériel ou qui est là pour protéger des individus. Et il poursuit, excusez-moi, il faut éviter la course à l'armement comme c'est le cas aux USA. Nous voyons régulièrement les drames qui ont lieu de par la présence d'armes de poing ou autres. Luciano a répondu aux commentaires de René. Je voudrais rajouter qu'il est impossible pour un agent de sécurité de protéger quoi que ce soit sans avoir les moyens de le faire. Aussi, l'armement devient alors indispensable dans beaucoup de cas, car le sous-effectif de certains sites laisse une faille souvent dangereuse pour les agents de sécurité. Alors là, René lui répond à nouveau. Et pour lui, c'est au préfet de prendre leurs responsabilités et de mettre à disposition des forces de l'ordre. Alors, il poursuit. On va me rétorquer que les missions ne sont pas les mêmes entre police nationale, police municipale et agents de sécurité. J'en conviens, mais remettons les choses en place comme elles devraient l'être. Cela évitera de voir se promener des armes de poing sur des personnes qui n'ont pas la formation, la psychologie et la légalité d'en faire usage. Loin de là de dénigrer les agents de sécurité, mais non, vous n'avez pas la même formation qu'un agent de police nationale. Mais il y a aussi des internautes qui sont complètement contre, finalement. Exactement, et c'est le point de vue de Jean-Luc notamment. Il nous a répondu « Il ne faut en aucun cas armer des agents de sécurité, c'est bavure assurée. Pour armer des agents de sécurité, il faut tout d'abord revoir le diplôme et y inclure une formation aux armes et à leurs utilisations. Tenir et utiliser une arme n'est pas donné à tout le monde, un taser à la rigueur. Et pour Jay, c'est pareil, un taser serait suffisant. » Marie-Jeanne ne nous dit pas si elle est pour ou contre, mais elle a voulu faire passer un message. Elle nous a répondu « Si c'est comme pour la police, ne pas pouvoir s'en servir sous peine de poursuite avant d'être soi-même criblé de balles, c'est totalement inutile. » Et Morgane n'arrive pas à se décider non plus. Elle nous écrit « D'un côté, oui, il faudrait les armer, car en cas de légitime défense, et surtout avec tous ces fous en ce moment. Et d'un autre côté, non, car il se peut qu'il y aura des abus. » Alors Bertrand Flauder, comment vous réagissez à ces commentaires qui sont assez mitigés? C'est juste, ce sont des bonnes réflexions. C'est vrai qu'il faut être graduel. Certaines armes, je suis pour, hein, comme le taser, là, c'est pareil, un taser, ça peut être très dangereux. L'ASP, donc le bâton de protection, oui, mais on revient toujours à la formation. Il y a un monsieur qui disait, même un bâton, il faut être formé. Voilà, se posera le gros problème de la formation. En tout cas, les armes létales, à mon avis, ça c'est hors de question. Maintenant qu'on donne des matraques, qu'on donne des bombes lacrymogènes, oui, je suis pour.
Et je pense que tous les agents de sécurité sont pour, puisqu'on est quand même, faut quand même savoir qu'on est d'une certaine aide vis-à-vis de la police et de la gendarmerie dans certaines situations, parce que les carnavals à gauche à droite, la police et la gendarmerie n'ont pas les moyens d'assurer la sécurité de tous ces bals, donc ils sont bien contents qu'on soit là et qu'on s'occupe au maximum de ces événements. Merci beaucoup de nouveau pour votre intervention. Merci également à toi. Et puis pour la suite du programme, nous aurons le plaisir de discuter politique allemande avec Christelle Jambon. A tout de suite. De savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Jusqu'au 24 décembre, Sarreguemines fête Noël. Dans une ambiance féerique, le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la nouvelle maison du Père Noël, la patinoire plein air, le spectacle de marionnettes Cendrillon, Noël au musée et les nombreuses autres festivités proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéo, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Protection du domicile, de l'entreprise, du local professionnel? Faites le choix de l'expérience et de l'expertise de la sécurité. Ivy System, une entreprise à taille humaine, réactive et proche de ses clients. Maintenant ça suffit. Hein. Toi, tu vas te faire appareiller. Restez en sécurité avec la passion de l'audition. Les élections ont eu lieu il y a un peu plus de 2 mois maintenant et pourtant l'Allemagne est confrontée à une instabilité gouvernementale. Le refus du SPD puis celui du Parti libéral lors de la possible coalition jamaïcaine compromet le 4e mandat d'Angela Merkel. Avant de retrouver Christelle Jambon, notre chroniqueuse du jour, regardons de plus près les impressions des citoyens allemands. Comment avez-vous réagi en apprenant l'échec de la coalition jamaïcaine ? Une coalition jamaïcaine, cela aurait été une chance, une situation inédite en Allemagne. J'aurais été pour, car ça couvre un large spectre politique. J'étais très déçu, je pensais qu'ils se mettraient d'accord. C'était difficile avec 4 partis parce que la CSU est considérée comme un parti à part entière. Je pensais, c'est difficile, mais ils veulent trouver un accord, alors ils y parviendront. Donc très déçu, triste que ça n'ait pas fonctionné. Et comment continue-t-on ? Grande question. Mon souhait serait une grande coalition CDU, CSU, SPD. Mais les sociodémocrates et surtout le dirigeant du SPD, M. Schulz, s'y opposent fermement. Je ne pense pas qu'il y aura de nouvelles élections. Soit on reprendra les pourparlers, soit on débutera de nouvelles négociations, ou bien une grande coalition. Qu'est-ce que de nouvelles élections apporteraient ? Si rien n'aboutit, il faudra en passer par de nouvelles élections. Mais est-ce que ça sera profitable? Personne ne le sait. Je pense que des élections n'amélioreraient pas la situation. Bonne question. Ce n'est pas à moi de décider. Je ne sais pas, s'il y a de nouvelles élections, eh bien, ce sera comme ça. Quelles sont les conséquences pour les relations franco-allemandes ou pour l'Europe ? Difficile à dire. Je pense que ce qui importe, c'est comment on perçoit Angela Merkel à l'étranger, si elle reste sereine, comment elle réagit à la situation. Je sais qu'il y a un vide dans la relation franco-allemande en ce moment, mais je ne crois pas qu'à moyen ou à long terme ça ait des répercussions. Les relations franco-allemandes sont trop fortes.
Alors Christelle, des réactions par rapport à ce que vous venez de voir et d'entendre ? Oui, eh bien, je les comprends, ces Allemands qui sont un peu dans cette instabilité qui peut inquiéter. C'est vrai que ça a beaucoup surpris que les libéraux jettent l'éponge comme ça. Christian Lindner, qui est à la tête du parti, a dit qu'il valait mieux ne pas gouverner que mal gouverner. Donc, on peut comprendre aussi son attitude, mais elle est décriée par beaucoup. Et alors concrètement, qu'est-ce qui se passe en Allemagne là ? On comprend un peu que c'est compliqué, il y a plein de choses qui se passent, des négociations. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois options à l'heure actuelle, 3 options envisageables. Soit une grande coalition, c'est-à-dire le parti d'Angela Merkel, associé au SPD, le parti de Martin Schulz. Sauf que Martin Schulz, très longtemps, est resté disant oui, nous on veut plus gouverner, on veut être dans l'opposition. Il faut dire que les scores de la SPD baissent tellement que c'est un peu défavorable de gouverner apparemment pour le SPD. Il y aurait une deuxième option, ce serait un gouvernement minoritaire. Donc ce serait le parti d'Angela Merkel avec les Verts, un gouvernement certainement instable. Et une troisième possibilité dont parlaient les gens interviewés, ce serait des élections anticipées. Mais je lisais que cela coûterait 100 millions d'euros au pays s'il fallait en mars ou avril repartir aux urnes. Et s'il y a une grande coalition qui se forme finalement, parce qu'il y avait la Jamaïcaine, comme on a expliqué, si vous pouvez montrer. Oui, alors pour être bien clair, parce que c'est pas forcément facile. Voilà, donc ce drapeau jamaïcain représentait les 4 partis qui auraient dû se mettre d'accord. Donc CDU, CSU, parti d'Angela Merkel, les libéraux et les écologistes. Bon, on oublie, ça n'aura pas lieu. Et s'il y a une autre coalition qui se forme, comment est-ce que ça peut aboutir, puisqu'on sait qu'il y a énormément de questions comme l'immigration par exemple ou l'écologie, où il y a des gros soucis d'entente? Eh bien, le SPD serait peut-être disposé déjà à discuter, après à gouverner, il faut voir, pas à n'importe quel prix. Maintenant, c'est l'occasion pour le parti de Martin Schulz d'imposer certaines idées qu'ils n'ont pas pu jusqu'à présent imposer. Et bon, j'ai préparé un autre petit carton, ce monsieur qui est le président de la République d'Allemagne, qui s'appelle Frank-Walter Steinmeier. Et lui, c'est assez drôle parce que son rôle, en fin de compte, il est représentatif, sauf que, vu qu'on est dans une phase très compliquée, il dit à tout le monde, il a un rôle un peu d'arbitre, et il dit à tous les partis, s'il vous plaît, dialoguez avant de nous envoyer à nouveau aux urnes. Donc justement, il y a eu pas mal de négociations et puis aujourd'hui, on a appris pour le glyphosate. Donc est-ce que ça risque de compliquer tout ça? Mais ça, c'est vrai que ça n'a pas du tout été apprécié par les sociodémocrates parce qu'ils avaient prévu, eux, de s'abstenir. Ils ne veulent pas ce poison. Alors que Angela Merkel, elle a voté pour réautoriser pendant 5 ans le glyphosate. Donc c'est un peu un coup de canif dans le contrat. Et du côté des politiques européennes, est-ce que ça risque d'avoir des conséquences? Mais il faut dire qu'à l'heure actuelle, l'Allemagne est vraiment concentrée sur sa situation, son problème. Donc pour Emmanuel Macron, qui souhaite relancer l'Union européenne, la zone euro, c'est vrai que cette paralysie en Allemagne handicape la France. Et justement, vous parlez de la France, les relations franco-allemandes alors. Il y a un des citoyens allemands qui expliquait qu'elles étaient fortes. Est-ce que c'est votre avis? Personnellement, oui, je pense. Mais c'est vrai que, en fait, les deux pays se sont entendus toujours pour discuter entre eux. Lorsque l'on propose un projet, on se tourne vers l'autre pour avoir son assentiment. Et là, à l'heure actuelle, c'est compliqué parce qu'il faut bien comprendre que le gouvernement allemand actuellement est un gouvernement d'intérim. On ne peut pas prendre de grandes décisions majeures. C'est plus traiter les affaires courantes, à l'heure actuelle. Très bien. Donc on sait aussi que Angela Merkel va négocier dans les prochains jours, c'est ça? Voilà. Jeudi, elle se réunit dans le bureau de notre président
allemand, avec Martin Schulz du SPD. Et donc on espère les Allemands espèrent que ça aboutira à quelque chose de constructif. Et parce que c'est vrai que c'est quand même assez compliqué, il faut le dire. Oui. En tout cas, merci beaucoup Christelle pour vos explications. Merci encore à vous Bertrand. Flauder, autant pour moi, d'avoir été avec nous sur le plateau et pour vos explications. Merci également à toi Marie d'avoir été avec nous. Et puis il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, à vous souhaiter une agréable fin de journée, enfin début de journée, et merci de nous avoir suivis et à très vite sur Mosaïque.